Et si, en l'espace d'une nuit, le visage paisible d'une capitale connue pour ses dialogues et ses médiations internationales se transformait en théâtre d'événements capables de bouleverser l'équilibre mondial? Que se passe-t-il lorsque diplomatie et souveraineté sont brutalement remises en cause et qu'un pays longtemps perçu comme médiateur devient soudain le centre du monde? Imaginez les écrans des chaînes d'information interrompant leur programme, les alertes s'affichant en continu, le ton grave des présentateurs résonnant dans les foyers. Le ciel assombri et traversé par les échos d'un événement inattendu. Les regards du monde entier se tournent vers Doha. Ce n'est pas une fiction ordinaire, mais un récit qui interpelle sur la fragilité de la paix et l'importance de la vigilance. Avant de plonger plus loin dans cette histoire captivante, prenez un instant pour soutenir cette réflexion. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et laissez un simple commentaire en bas. La paix avant tout. Votre voix compte pour amplifier ce message. Septembre 2025. Doha, capitale du Qatar, s'éveille sous un ciel limpide comme tant d'autres matins. Depuis des années, cette ville n'est pas seulement un carrefour du Golfe, mais un véritable cœur battant de la diplomatie mondiale. Ces tours de verre reflètent l'image d'un pays riche, moderne et surtout respecté pour son rôle de médiateur dans des négociations internationales souvent complexes. Dans les salons feutrés de ces hôtels, des dirigeants du monde entier se sont assis côte à côte pour chercher des compromis, trouver des issues pacifiques, bâtir des ponts là où des murs semblaient s'ériger. Doha, aux yeux de beaucoup, n'était pas seulement une capitale, c'était un symbole, celui de la neutralité et du dialogue. Mais ce matin de septembre n'a rien d'ordinaire. Les chaînes d'information, d'abord prudentes, multiplient les bandeaux rouges. Les journalistes, habituellement concentrés sur les grandes conférences ou les sommets économiques, décrivent une atmosphère inhabituelle, presque oppressante. Le contraste est saisissant. La cité que l'on associait à la sérénité diplomatique est soudain propulsée au centre des projecteurs, non pas pour un nouveau succès de médiation, mais pour un événement qui défie sa réputation de refuge neutre. Les caméras s'attardent sur ces avenues larges, ces monuments illuminés, mais derrière l'apparente normalité, tout le monde sent que quelque chose d'inédit est en train de se jouer. Le Qatar, longtemps célébré pour sa capacité à rassembler, se retrouve confronté à une rupture brutale qui attire, en un instant, le regard attentif et parfois inquiet de la planète entière. Les premières alertes tombent comme des éclairs dans une nuit sans nuages. Les bulletins d'information interrompent brutalement leurs programmes habituels pour annoncer une nouvelle que peu auraient jugée possible quelques heures auparavant. Doha, longtemps cité comme le lieu de compromis, comme la capitale où les désaccords les plus profonds pouvaient trouver un terrain d'entente, se retrouve soudain plongé au centre d'une crise inattendue. Les regards des diplomates se figent, les analystes cherchent des mots, et les populations, d'un continent à l'autre, s'interrogent sur la signification de ce qui est en train de se produire. Ce n'est pas seulement un épisode de tension géopolitique de plus. C'est un choc symbolique, car il touche à l'image d'un État perçu comme médiateur et à l'équilibre fragile d'une région déjà souvent observée avec inquiétude. Dans les rues de Doha, le quotidien s'interrompt brutalement. Les habitants, habitués aux effervescences des congrès internationaux et aux cortèges de délégations étrangères, ressentent une atmosphère étrange, lourde, inhabituelle. L'aéroport, habituellement animé par les va-et-vient de voyageurs, est soudain scruté par les caméras, comme s'il était devenu un théâtre d'enjeux dépassant largement la dimension locale. Les messages officiels tardent à venir, ce qui alimente la curiosité et parfois l'angoisse des observateurs. Mais une chose devient rapidement certaine. Ce qui vient de se produire n'est pas anodin. Il s'agit d'un tournant, et les réactions du Qatar seront scrutées par toute la planète. Quelques heures suffisent pour que le gouvernement qatari prenne la parole.
Le ton est clair, ferme, mesuré. Le pays refuse catégoriquement de voir sa souveraineté remise en cause. Et encore moins de laisser son territoire être perçu comme un simple échiquier où d'autres nations déplaceraient leurs pions sans considération. Les déclarations officielles insistent sur la dignité nationale, sur l'importance du respect des frontières et sur le fait que le Qatar n'acceptera pas que son rôle de médiateur soit détourné ou instrumentalisé. Dans un langage diplomatique précis mais déterminé, Doha affirme que cette atteinte constitue une ligne rouge. Derrière les formules sobres et réfléchies, on perçoit la volonté d'affirmer une identité nationale solide et de rappeler que la neutralité choisie n'est pas synonyme de faiblesse. Cette réaction rapide, presque instinctive, produit un effet immédiat. Sur le plan interne, elle rassure une partie de la population, inquiète des conséquences que cette situation pourrait engendrer. Dans les cafés et sur les réseaux sociaux, les discussions tournent autour d'un même thème. Comment un pays qui a tant investi pour devenir un pont de dialogue a-t-il pu se retrouver dans une telle position ? Sur le plan régional, les capitales voisines observent avec une attention extrême. Certains gouvernements expriment leur solidarité, d'autres restent prudents, redoutant que l'incident n'entraîne des répercussions plus larges. À l'international, les chancelleries réagissent à leur tour, parfois avec fermeté, parfois avec prudence, mais toujours avec une forme de surprise mêlée d'inquiétude. Puis viennent les premières conséquences visibles. Les infrastructures essentielles de la région sont mises sous pression. Des vols internationaux sont déroutés, provoquant de longues files d'attente dans des aéroports voisins. Les marchés financiers réagissent brutalement. Les investisseurs, toujours sensibles à l'incertitude, réduisent leur exposition et provoquent une chute rapide de certaines valeurs. Dans les quartiers proches des lieux touchés, les habitants décrivent une nuit agitée, marquée par les sirènes et les mouvements inhabituels de véhicules officiels. Certains témoignent de coupures d'électricité momentanées, d'autres de difficultés à accéder aux services habituels. Rien n'est encore totalement effondré, mais l'équilibre quotidien est clairement perturbé. Et cela suffit à alimenter une inquiétude diffuse. Sur le plan humain, les conséquences ne tardent pas non plus à se manifester. Les hôpitaux signalent un afflux de blessés, principalement des personnes touchées indirectement, chutes lors des mouvements de foule, inhalation de fumée, fractures liées à la panique. Dans les zones résidentielles proches des lieux impactés, les familles cherchent refuge, certaines quittant précipitamment leur domicile pour rejoindre des proches dans d'autres quartiers. Le sentiment d'insécurité gagne progressivement la population civile, qui réalise que ce qui semblait autrefois lointain, réservé aux journaux télévisés parlant d'autres régions, se déroule désormais sous leurs propres yeux. La vulnérabilité, jusque-là abstraite, prend soudain une forme concrète. L'économie, elle aussi, encaisse le choc. Le Qatar, puissance énergétique reconnue, voit ses exportations surveillées de près. Les partenaires commerciaux s'interrogent. Faut-il maintenir les contrats, ajuster les prix, anticiper une instabilité prolongée ? Les marchés de l'énergie, sensibles à la moindre rumeur, connaissent des fluctuations importantes. Dans les rues commerçantes de Doha, certains magasins ferment par précaution, tandis que d'autres voient affluer une clientèle soucieuse de stocker des produits de première nécessité. Les contrastes sont frappants. D'un côté, une capitale moderne et riche, de l'autre, des comportements qui rappellent la fragilité de toute stabilité. Très vite, les médias du monde entier s'emparent du sujet. CNN ouvre ses éditions spéciales sur les images de Doha, illuminées par les phares des véhicules de sécurité. Al Jazeera, dont le siège se trouve au Qatar, déploie ses journalistes sur le terrain et propose une couverture minute par minute, donnant à voir la situation de l'intérieur. La BBC adopte son ton caractéristique, analytique,
reliant ces événements aux dynamiques plus larges du Moyen-Orient et aux équilibres mondiaux. Les chaînes européennes et asiatiques reprennent les images, chacune ajoutant son commentaire, ses experts, ses graphiques. Les réseaux sociaux, de leur côté, s'embrasent. Des vidéos amateurs circulent, montrant des scènes de confusion, des rassemblements, des files interminables devant certaines institutions. Les hashtags liés au Qatar deviennent tendance mondiale en quelques heures. La perception globale se cristallise autour d'une idée forte. Le monde vient d'assister à une remise en question de symboles que l'on croyait intouchables. Doha, longtemps synonyme de diplomatie, est désormais perçu comme un lieu où les règles tacites de la communauté internationale ont été bousculées. Les commentateurs s'interrogent. Que signifie cet épisode pour l'avenir des médiations internationales ? Le Qatar pourra-t-il conserver son image de pays neutre et respecté ? Les institutions mondiales, comme l'ONU, pourront-elles encore compter sur son rôle de facilitateur ? Derrière ces questions, c'est une interrogation plus vaste qui surgit. À une époque où les tensions s'accumulent, quel pays peut réellement se croire à l'abri d'un bouleversement soudain ? Le récit, au-delà de son intensité immédiate, met en lumière des enjeux beaucoup plus profonds. Il illustre la fragilité des équilibres internationaux, la rapidité avec laquelle une image peut être renversée, et l'importance cruciale de la confiance et du respect entre nations. Les spectateurs, en suivant ces développements presque en temps réel, ne sont pas seulement témoins d'un événement localisé. Ils deviennent conscients de la manière dont un épisode circonscrit peut avoir des répercussions mondiales, sur les marchés, sur la diplomatie, sur la sécurité collective. Doha n'est plus seulement la capitale du Qatar. Elle est devenue, le temps d'une crise, le miroir des vulnérabilités de notre époque. Derrière les chiffres qui défilent sur les écrans, derrière les bilans froids et les analyses techniques, il y a une réalité plus profonde, plus humaine. Chaque statistique renvoie à une existence singulière. Un enfant arraché à ses jeux, une mère séparée de ses proches, un vieil homme qui voit s'effondrer le quartier où il avait bâti toute sa vie. Les colonnes de nombres ne disent rien des visages marqués par la peur, des silences lourds dans les hôpitaux saturés, ni des larmes partagées dans l'intimité des familles. Ce qui semble être un simple épisode géopolitique prend, à travers ces histoires invisibles, la forme d'un drame collectif qui dépasse les frontières et les identités. Quand une ville s'écroule, ce n'est pas seulement une infrastructure qui s'efface, mais toute une mémoire, une culture, un héritage qui vacille. Les bâtiments détruits emportent avec eux des souvenirs. Les rues vides résonnent de l'absence de ceux qui les animaient. Chaque pierre déplacée témoigne d'une perte qui ne se mesure pas seulement en valeur matérielle, mais en cicatrice morale. Et c'est bien l'humanité entière qui, dans ces instants, perd une part de son âme. L'écho de la douleur franchit les continents, rappelant que nous partageons un destin commun, que la souffrance d'un peuple ne peut jamais être considérée comme un fardeau lointain. Au milieu de ce chaos, une leçon essentielle se dessine. La puissance des armes, l'orgueil des nations, les démonstrations de force ne laissent derrière elles qu'un paysage de ruines et de regrets. Les victoires obtenues par la violence ne sont que des triomphes éphémères, car elles s'écrivent toujours au prix de vies humaines. À l'inverse, la paix, fragile et souvent difficile à préserver, porte en elle une grandeur durable. Elle est plus exigeante car elle requiert du dialogue, du compromis et de la patience. Mais elle est aussi plus noble car elle protège ce qui est irremplaçable, la vie, la dignité et l'avenir des générations à venir. Dans ce récit qui aurait pu n'être qu'un simple épisode militaire ou diplomatique, il y a en réalité un appel à la conscience. Les événements de Doha ne sont pas seulement le reflet de rivalités entre États, ils sont un miroir tendu à chacun d'entre nous. Ils rappellent que la paix n'est pas une faiblesse, mais une force silencieuse,
bien plus grande que toutes les victoires proclamées sur des champs de bataille. Choisir la paix, c'est choisir la vie. Et c'est affirmer que l'avenir de l'humanité ne doit pas se construire sur les ruines, mais sur l'espérance partagée. Si vous êtes encore avec nous à ce moment du récit, c'est que ce sujet résonne en vous. Et c'est justement pour cela que nous avons besoin de votre soutien. Prenez une seconde, un simple geste pour cliquer sur « J'aime ». Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un signal qui dit à la plateforme que ce message mérite d'être vu par davantage de personnes. Ensuite, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos réseaux. Plus elle circule, plus la discussion s'élargit, plus le dialogue prend de la place face aux discours de division. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, laissez un commentaire. Vous pouvez écrire vos réflexions, vos émotions, mais même un mot suffit. Écrivez simplement « la paix avant tout ». Ce mot simple, répété des centaines, peut-être des milliers de fois, deviendra une onde positive qui traversera l'espace numérique. Chaque commentaire, chaque partage, c'est une voix qui s'élève pour dire « Nous refusons la haine et nous voulons un avenir meilleur ». Ensemble, nous formons une communauté qui croit que les récits ne doivent pas se terminer dans les ruines, mais ouvrir la voie vers l'espérance. Votre participation n'est pas accessoire. Elle est essentielle pour que ce message franchisse les frontières et touche d'autres cœurs. À la fin de ce long récit, il est important de revenir à l'essentiel. Les images mentales que nous avons traversées, les scènes que nous avons décrites et les émotions qu'elles suscitent ne doivent pas être perçues comme une prédiction ni comme une tentative de pointer du doigt un peuple, une nation ou une communauté particulière. Elles constituent un miroir, un exercice de réflexion collective qui nous rappelle à quel point les équilibres sont fragiles et combien la paix est précieuse. Ce récit est une fiction spéculative pour éduquer et réfléchir. Il n'a pas vocation à provoquer ni à attiser la haine. Il ne doit pas être utilisé pour nourrir des rancunes, ni pour justifier des divisions. Au contraire, il doit servir d'outil pour comprendre que, derrière les discours de puissance et de stratégie, les premières victimes des conflits sont toujours les êtres humains. Ceux qui aspirent simplement à vivre en sécurité, à travailler, à aimer, à transmettre un avenir digne à leurs enfants. Dans cette perspective, il nous appartient de tirer une leçon universelle. Les armes peuvent faire taire un adversaire pour un temps, mais elles ne gagnent jamais les cœurs. Les destructions peuvent impressionner par leur brutalité, mais elles laissent derrière elles des générations brisées. Ce qui élève une nation, ce n'est pas la démonstration de sa force matérielle, mais sa capacité à protéger la vie, à valoriser l'humain et à bâtir des ponts de compréhension. Les guerres laissent des cicatrices, mais la paix construit des générations. Chaque décision prise aujourd'hui, chaque geste de dialogue accepté ou refusé, écrit l'histoire que vivront nos enfants demain. Il est également essentiel de rappeler que ce type de narration n'a d'autre but que de nourrir la conscience. Nous vivons dans un monde interconnecté où une crise locale peut avoir des répercussions globales sur les marchés, sur les relations diplomatiques, sur les sociétés civiles. Comprendre ces dynamiques ne signifie pas s'y résigner, mais au contraire chercher des moyens de les transformer pour éviter que la violence ne devienne la norme. La paix n'est pas une utopie, elle est une responsabilité. Elle commence dans les gestes simples. Écouter, comprendre, respecter. Elle se prolonge dans les institutions et les traités, mais elle prend racine dans les cœurs et les esprits de chacun. Enfin, si cette vidéo vous a interpellé, si elle vous a fait réfléchir, partagez ce message. Non pas pour amplifier la peur, mais pour diffuser une idée simple et forte. La paix vaut toujours mieux que la confrontation. Parler de ces sujets n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car en refusant le silence, nous refusons aussi l'indifférence.
Et l'indifférence, elle, est souvent le terreau où grandissent les pires tragédies. Ce récit s'achève ici, mais la réflexion, elle, ne devrait pas s'arrêter. Elle doit continuer dans vos conversations, dans vos prières, dans vos engagements quotidiens. Si nous voulons qu'un jour les générations futures se souviennent de notre époque, comme celle où l'humanité a su choisir la sagesse plutôt que la destruction, alors c'est dès maintenant que nous devons cultiver cette conscience. Un mot, un geste, une intention peuvent sembler dérisoires, mais mis bout à bout, ils forment la trame d'un avenir différent. Et cet avenir, il dépend de nous tous.